Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. On va commencer presque à l'heure, ce qui est un peu inquiétant, ou peut-être le signe de la gravité de la situation. Merci d'être avec nous. Alors, l'occasion de notre rencontre ce soir, c'est la publication cet été du numéro d'été donc de la revue de l'Institut français des relations internationales que je dirige, la revue politique étrangère, et qui a publié un dossier qu'a initié et dirigé Dorothée Schmitt, qui s'appelle Kurdistan. C'est pas très radiophonique, qui s'appelle Kurdistan avec un S entre parenthèses. On aurait peut-être pu d'ailleurs rajouter un point d'interrogation, ça aurait fait quand même beaucoup, mais enfin, vous voyez pourquoi. Et l'introduction à ce dossier, que vous verrez peut-être tout à l'heure, qui est signé Dorothée Schmitt, s'appelle Le moment kurde. Et on est bien entendu ce soir là pour discuter de ce moment kurde, un moment pour les Kurdes, mais un moment kurde pour la région aussi. Et d'ailleurs, ce dossier, je vais arrêter de le vanter tout de suite, vous le verrez vous-même, ce dossier parle des positions des Kurdes vis-à-vis du fantasme ou de la tentation ou de l'avenir ou de la perspective étatique, mais il parle aussi de la géographie kurde éclatée, en devenir en Syrie, en Irak, en Turquie, etc. Donc, merci beaucoup à Hamid Bozarslan qui a écrit, bien entendu, dans ce dossier, d'être avec nous ce soir. Vous savez qu'il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qu'il est l'auteur de beaucoup de livres portant sur cette région et au-delà de cette région, puisqu'il vient de me rappeler que son dernier ouvrage portait sur Ibn Khaldoun et c'est le luxe et la violence, c'est ça hein. Excuse-moi, je ne connaissais pas ce livre qui a été publié à CNRS Éditions l'année dernière. Et puis Dorothée Schmitt, qui est donc qui est chercheur à l'IFRI, qui dirige le programme Turquie contemporaine, mais qui a un œil sur la région élargie, si je puis dire. Tous deux ont accepté d'ouvrir ce débat en parlant 15 minutes punktlich, comme disent nos amis allemands, et ils se sont entendus en négociant durement pour que Dorothée Schmitt ouvre la bataille. Donc je passe la parole à Dorothée. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Vous notez que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça ne commence pas à l'heure, contrairement aux efforts de mon directeur de publication. La négociation était une négociation de dernière minute avec Hamid parce qu'on ne s'était pas parlé avant ce soir et qu'en réalité, je suis extrêmement intimidée d'intervenir en même temps que lui, dans la mesure où j'ai dirigé un dossier sur un sujet qui n'est pas le mien, qui est un sujet qui s'est imposé à nous progressivement dans une réflexion, d'abord en ce qui me concerne sur la Turquie, puis sur la diplomatie régionale de la Turquie, puis sur les difficultés du Moyen-Orient à se restructurer politiquement au travers des crises que la région est en train de traverser. Et donc c'est presque par hasard que je me suis mise à travailler sur les Kurdes, mais nous ne les avons pas lâchés depuis une bonne année maintenant. Et je considère donc que Hamid a beaucoup plus de choses de nature scientifique, mais aussi ponctuelle ou peut-être de vie quotidienne à nous dire sur les Kurdes que moi, puisque je touche le sujet de façon assez transversale, plutôt géopolitique, et sur une espèce de réflexion comparatiste en plus de think tank, c'est-à-dire peut-être avec davantage d'intérêt pour la prospective ou les espèces de plaques tectoniques politiques du monde, mais moins sur de la sociologie fine. Et de ce que j'ai compris des écrits récents ou des expressions récentes de Hamid sur les sujets kurdes, c'est précisément aussi la sociologie kurde qui l'intéresse beaucoup aujourd'hui, et je comprends qu'il place beaucoup d'intérêt dans l'évolution du vivre dans les sociétés kurdes et de la façon dont elles se recomposent culturellement dans les modes de vie, etc., aussi bien en Turquie qu'ailleurs, en Irak notamment. Et la Syrie était peut-être un terrain moins connu jusqu'à présent. Donc une fois cette longue introduction destinée à rendre hommage à Hamid, qui est un chercheur que je respecte énormément, tant du point de vue scientifique que du point de vue humain. Donc voilà, ça y est, tout ça c'est fait. Je viens donc du programme Turquie contemporaine à l'IFRI, donc je suis aussi entrée sur la question kurde par les Turcs, mais j'ai aussi un background Moyen-Orient, ce qui explique que la question kurde redevenant régionale, nous y soyons intéressés. Nous avons mené toute une série de travaux, dont une grande conférence l'année dernière, qui est en fait à la genèse de ce dossier de politique étrangère, et nous allons organiser le 13 novembre prochain à l'IFRI, et je vous incite tous à venir voir ce qui s'y passera, un séminaire aussi sur la question kurde, sur son actualité.
Donc sur la jeunesse du dossier, je dirais qu'au départ, j'ai un peu travaillé sur les péripéties de la politique kurde de Recep Tayyip Erdogan. Je me suis intéressée au Kurdistan irakien à partir de la Turquie. Et puis, nous avons eu la chance, mon collègue François Zabal de Lima et moi-même, de nous rendre pour la commémoration des 25 ans du génocide de Halabja au Kurdistan irakien au printemps 2013, ce qui a peut-être à nouveau attiré notre attention sur les tensions entre Arabes et Kurdes en Irak et sur le retour finalement de ces logiques ethniques. Enfin, le retour en Irak, c'est pas très nouveau, mais disons sur peut-être plutôt sur la similarité qu'on pouvait observer sur des tensions ethniques sur les terrains, les différents terrains kurdes. L'introduction au dossier de politique étrangère s'intitule, si je m'en souviens bien, le moment kurde. Pourquoi est-ce que nous avions identifié, sachant que la conférence qu'on avait organisée, c'était la nouvelle dynamique kurde, donc on est sur une idée que les choses sont en train de bouger très rapidement, mais qu'en même temps, on est à un tenté de l'histoire où peut-être on a un point de basculement. Et l'idée du moment kurde, c'est à la fois parce qu'on observait de façon parallèle, concomitante même, une autonomisation des territoires kurdes. Alors évidemment, pour le Kurdistan d'Irak, ce n'est pas nouveau. Pour la Syrie, c'était quelque chose d'assez nouveau. L'apparition des Kurdes en tant qu'entité politique à part entière, qui avait une place à tenir dans le jeu politique syrien et qui commençait à sécuriser des territoires définis comme kurdes et à les organiser institutionnellement. Et puis en Turquie, on avait ce processus de paix qui a donc été lancé, disons, entre la fin 2012 et le printemps 2013, et qui semblait aller vers une forme de deal politique, sachant que les Kurdes réclament quand même une forme d'autonomie qui est extrêmement peu définie, en l'occurrence dans la feuille de route qui n'existe pas du processus de paix. Donc, petit 1, autonomisation des territoires kurdes. Alors, très peu de choses sur les Kurdes d'Iran. Il y a peut-être des gens qui vont être déçus ici. On a effectivement très peu travaillé sur les Kurdes d'Iran. C'est une dimension qui viendra sans doute dans ce qu'on fera à l'avenir, dans la mesure où on va évidemment de plus en plus s'intéresser notamment au rôle de l'Iran comme stabilisateur dans le fameux triangle infernal Turquie, Irak, Syrie. Donc, autonomisation des territoires kurdes, le passage aussi à des logiques politiques, une chose qui m'intéresse beaucoup, qui fait peut-être que j'ai moins de mal aussi à aujourd'hui me pencher sur les questions kurdes qu'auparavant. J'ai pas énormément d'appétence pour les guérillas, je n'ai pas le romantisme du combat militaire. Et en revanche, le moment où une lutte militaire se transforme en une lutte politique structurée avec des revendications claires est quelque chose qui me semble extrêmement intéressant, et c'est ce qu'on observait en réalité aussi sur les 3 terrains. Bon, en Irak, c'est pas très nouveau, hein, mais en Turquie, on a quand même cette idée que le PKK devenait un acteur légitimé politiquement, civilianisé dans une certaine mesure. Et puis en Syrie, on avait cet embryon d'organisation politique institutionnelle dans les enclaves kurdes. Donc, deuxième point, c'était ce passage à la logique politique. Et le troisième point, c'était l'idée d'une nouvelle transversalité de la question kurde, avec des nouvelles négociations interkurdes, avec en perspective, en toile de fond. C'est pas la même chose, effectivement, la toile de fond. Oui, c'est à la fois une toile de fond, je pense, historique, et une éventuelle perspective, l'idée de l'État kurde. Donc, ce moment où les Kurdes deviennent visibles, où ils sont quasiment en position de force, et où on se dit la première revendication qui nous vient à l'esprit historiquement, qui semble être portée par l'ensemble des mouvements de libération kurdes, c'est l'idée de l'État kurde. Quel État kurde, sous quelle forme, dans quel territoire, un seul État, plusieurs États, etc. D'où la question hier de mon directeur exécutif quand nous avons préparé la conférence, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir un Kurdistan? C'était ça la question, plus ou moins. Et donc voilà, bon, j'imagine qu'on en reparlera. Ensuite, on a donc ce moment kurde. Là, on se situe entre la fin 2013 et puis le printemps 2014. Et là, on a l'irruption du nouvel acteur, de l'organisation État islamique du Daesh, et un basculement avec cette offensive éclair qui révèle une compétition pour les territoires entre ce nouvel acteur et les Kurdes, et qui finalement les place en face à face, ce qui n'était pas forcément dans l'ordre des choses historiques ou politiques, mais on a vraiment une idée de compétition pour les territoires, et où finalement les Kurdes se retrouvent en première ligne
pour résister à ce blitzkrieg, je le dis mieux d'habitude, de l'État islamique, aussi bien en Irak qu'aujourd'hui en Syrie. Et on a à la fois une compétition pour les territoires et de façon sous-jacente, ou en tout cas ce qui est imputé, je dirais, aux Kurdes, c'est aussi une compétition pour les valeurs, avec cette idée que les entités kurdes, les sociétés kurdes ou les unités combattantes kurdes portent un projet de valeur qui est davantage proche de celui de l'Occident et que donc ce sont les alliés naturels de l'Occident. Si on reprend les catégories que j'ai citées juste avant sur l'autonomisation des territoires, le passage aux politiques et la transversalisation, en revanche là, on a à nouveau un bouleversement avec, sur l'autonomie des territoires kurdes qui sont menacés, y compris le territoire du KRG, bien que les Kurdes d'Irak aient récupéré un petit morceau de territoire sur les Arabes. Mais enfin, néanmoins, on a un territoire qui devient plus instable et qui semble moins sécurisé que dans le passé. On a un retour à la logique militaire, ce qui à la fois simplifie la question de l'unité kurde et la complique énormément, puisqu'en réalité, ce ne sont pas forcément des unités qui sont entièrement d'accord, qui fonctionnent ensemble, et surtout on a le rapport entre les branches militaires et les branches politiques qui est toujours compliqué. Et donc sur la question à la fin de la transversalité ou de la possible union des Kurdes, il semble que le jeu soit à nouveau rebattu puisqu'on a ces divisions invisibles qui deviennent visibles ici et là de façon un peu aléatoire. Et si on prend la simple question de Kobané à laquelle moi-même j'ai un petit peu de mal à comprendre quelque chose, si je m'intéresse à la stratégie turque, on a à la fois une stratégie d'écrasement du PKK, puis on a aussi en réalité une stratégie de division des Kurdes, à mon sens, tout en faisant semblant d'essayer de rendre service à certains Kurdes grâce à d'autres Kurdes. Si on se place plus largement à l'échelle du Moyen-Orient, concernant l'offensive de Daesh, mais j'ai cru comprendre que Amit allait parler du Moyen-Orient et de l'évolution du monde dans son ensemble même. Si on se place à l'échelle du Moyen-Orient, on a cette thématique constamment présente depuis le début de la crise syrienne de la fin des frontières de Sykes-Picot, qui est très clairement à nouveau sur la table quand on voit la carte du grand Kurdistan, d'un éventuel grand Kurdistan. Question étant évidemment pour mettre quoi à la place? Alors des nouvelles frontières, mais aussi quel régime? Finalement, aujourd'hui, la question posée aujourd'hui n'est pas simplement la fin des frontières de Sykes-Picot, mais aussi la fin des régimes hérités de l'époque de Sykes-Picot. Deuxième question au Moyen-Orient, l'ethnicisation des territoires. Je suis quand même très frappée de la logique de séparation ethnique qui se répand dans la région. Bon, ça c'est un petit peu une tarte à la crème, je sais, mais également en Syrie, on peut se poser des questions sur la façon dont ont été construits les cantons kurdes en Syrie, dans des régions qui étaient mixtes du point de vue humain, et où on sent qu'il y a quand même eu une politique de kurdisation destinée à soutenir le projet du Kurdistan occidental. Et troisième question, la question des alliances. Finalement, puisqu'on me renvoie sans cesse à la question de qui sont les ennemis des Turcs, contre qui les Turcs se battent-ils, moi je me demande pour qui les Kurdes se battent, avec qui et contre qui. Merci beaucoup Dorothée d'avoir, parmi beaucoup d'autres questions, souligné ces deux questions fondamentales que sont la question de l'unité des Kurdes eux-mêmes et puis de cette éventuelle création d'une transversalité, j'allais dire, géographique et politique, ce qui est la définition de la géopolitique. Bon, voilà, Hamid, donc vous avez aussi 15 minutes pour parler du Moyen-Orient, du monde et des pays environnants. Merci beaucoup, bon courage. Merci, cher Dominique, de cette présentation. Merci, Dorothée, aussi, de tes aimables mots. Je crois que les chercheurs peuvent être totalement perdus aussi, comme tous les citoyens, devant les crises du monde. Pour introduire ce débat, j'insisterai sur 5 points, dont le premier ne sera pas nécessairement lié aux Kurdes, effectivement, qui sera un peu plus général. Les 4 autres points concerneront les Kurdes. Le premier point, c'est qu'effectivement, on assiste à une crise extrêmement grave de l'État, du modèle de l'État westphalien au Moyen-Orient. Ce n'est pas la première fois. Dans les années 1980, le Moyen-Orient avait connu une crise extrêmement massive avec des événements de 1979, l'occupation de l'Afghanistan, la révolution iranienne, la reconnaissance d'Israël par l'Égypte, et surtout les 3 guerres, Iran, Irak, Afghanistan et la guerre civile libanaise. Et durant cette période-là, on avait vu l'émergence d'un état de violence. Le concept vient de Frédéric Gros, et cet état de violence signifiait
En gros, qu'on assistait à une transhumance militaire pratiquement du Maroc jusqu'à l'Afghanistan, que les distinctions entre les acteurs étatiques et non étatiques avaient été passablement brouillées et que les frontières, qui normalement devaient définir les zones de souveraineté et partant de la violence de l'État, étaient devenues les lieux de production d'une violence extrême. Et le calme des années 90 a été passager. Aujourd'hui, on voit effectivement un deuxième état de violence. Cet état de violence a des zones, disons, extrêmement particulières d'implosion. La Libye est dans son sillage, le Mali et l'Afrique du Nord est l'une de ces zones. Le Sinaï, sur lequel je n'insisterai certainement pas. Le Yémen, le Pakistan et l'Afghanistan, et sans doute aussi donc la Syrie, l'Irak et le Liban. La particularité de l'état de violence dans lequel on est aujourd'hui par rapport à celui des années 1980, c'est que pour la première fois, on assiste aussi à l'effondrement des sociétés, voire à la disparition pure et simple des sociétés. Cela est quelque chose qui n'est pas arrivé au Moyen-Orient depuis le génocide arménien de 1915. Et cette disparition, cet effondrement, signifie à la fois une fragmentation territoriale extrême, et Al-Qaïda ou Daesh sont aussi des réponses à cette fragmentation extrême. Juste pour vous donner une idée, en Syrie aujourd'hui, il y a quelques 1200 milices, en Libye, il y a quelques 300 milices. Cet effondrement signifie à un moment donné l'ancrage dans une logique sociale darwiniste. La confession est radicalisée et l'inimitié, enfin l'opposition de l'adversité est considérée désormais comme une inimitié absolue, irréductible, et c'est la naissance même de l'autre, l'existence même de l'autre est considérée un crime. Et dans ce contexte-là, lorsque la société est extrêmement fragmentée, le religieux radicalisé, là Ibn Khaldoun l'avait vu dès le XIVe siècle, le religieux radicalisé peut servir d'élément fédérateur. Et en même temps, ce religieux radicalisé peut avoir une parfaite rationalité. La rationalité de Daesh est extraordinaire. Ils ont même augmenté maintenant les prix les salaires des fonctionnaires ou organisent des championnats de foot. Et de l'autre côté, cette même organisation s'ancre aussi dans une logique parfaitement nihiliste d'autodestruction. Et là non plus, ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Des auteurs comme Walter Benjamin ou Karl Kraus étaient déjà étonnés. Ce qui est extrêmement important aussi, et sur ce point général, je vais m'arrêter là, c'est que les conflits sont tellement denses et la violence est tellement extrême que tous les conflits changent très rapidement de nature. Cela est également le cas du conflit syrien et par-delà libanais et irakien, voire kurde maintenant, le conflit syrien, depuis 2011, a changé 4 fois de nature, a été redéfini. Il y a une sorte de malédiction estivale. En 2011, été 2011, l'opposition passe à une lutte armée, une partie de l'opposition. Et dans le sillage de ce passage, on voit la confessionnalisation aussi de l'opposition. C'est une confessionnalisation qui est imposée par l'État. Été 2018, 18 juillet, c'est un attentat à Damas qui décapite en grande partie le pouvoir. Et dès le lendemain, on commence à utiliser de l'aviation, donc le conflit change de nature, et c'est à cette date que Damas se retire des territoires kurdes. Été 2013, le Hezbollah entre officiellement en conflit, Al-Qusayr est repris à l'opposition armée, et on voit la formation d'un État d'Alawistan qui va de Al-Qusayr, en passant en partie par Damas, par Homs qui est entièrement vidé de sa population en grande partie et qui est lié à l'attaque. Et été 2014, c'est l'émergence par une telle brutalité de Daesh ou de l'île, et dans un tel aveuglement aussi de l'Occident et du Moyen-Orient aussi, puisque la ville de Fallujah a été tombée le 4 janvier. Donc Al-Qaïda a réussi à créer, Al-Qaïda ou la mouvance Al-Qaïda, donc Daesh, a créé son noyau d'État, et cet événement est passé comme un fait divers. Personne n'a pris l'événement au sérieux. Donc voilà le contexte dans lequel le conflit kurde est redéfini.
c'est un contexte infiniment plus large. Et chaque fois que vous avez un long cycle historique qui commence au Moyen-Orient, l'impact direct des événements dure au moins 10 ans. Cela a été le cas en 19, cela a été le cas en 48, cela a été le cas en 79. Et on peut craindre que ce qui s'est passé en 2011 va produire des effets en cascade, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de destruction pendant la décennie à venir. Le deuxième point, Dorothée l'a très bien marqué, cette fois-ci ça concerne la question kurde. On a l'impression effectivement que depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, on assiste à un processus d'autonomisation du Kurdistan. Des 4 Kurdistans d'ailleurs. Hein, je veux dire, je reviendrai un peu sur l'Iran, même si les dynamiques du Kurdistan iranien dépendent beaucoup plus de Téhéran pour le moment. Mais ce processus d'autonomisation se traduit soit par la capacité de faire société, autrement dit s'envisager comme société complexe, plurielle, voire même complexe, même conflictuelle, même néanmoins organisée autour des acteurs hégémoniques sur la base de la kurdicité. Ce qui explique qu'il y a désormais des acteurs de référence qui émergent. Ces acteurs de référence n'ont pas nécessairement recours à une coercition massive pour obtenir l'adhésion. L'hégémonie signifie que des classes ou des couches kurdes aux intérêts parfois fondamentalement contradictoires fédèrent autour de certains acteurs. De l'autre côté, on a l'impression qu'en été 2014, même si cette capacité d'autonomisation, il y a une distinction entre autonomisation et État, même si cette capacité d'autonomisation n'est pas nécessairement ébranlée, la barrière sécuritaire qui avait protégé les Kurdes dans les années 2000 au Kurdistan d'Irak et de 2012 à 2014 au Kurdistan de Syrie, voire au Kurdistan de Turquie, cette barrière sécuritaire est totalement tombée. Pour cela, il y a plein de raisons. L'aveuglement américain, occidental, l'aveuglement des États du Moyen-Orient, l'aveuglement même des Kurdes ou l'impréparation de la direction kurde en Irak. Et finalement, il y a eu effectivement les événements de Kobané. Et je crois qu'il a aussi, Dorothée l'a très bien défini, tout d'un coup, les Kurdes sont de nouveau été obligés d'entrer dans un dispositif guerrier. Alors que le dispositif guerrier, dispositif militaire, d'imaginer la société comme un ensemble qui doit être constamment mobilisé pour assurer sa survie, c'était désormais totalement éloigné au Kurdistan d'Irak, n'existait que sous une forme, mais vraiment ad minima au Kurdistan d'Iran, de Turquie et de Syrie, même en Iran. Cette idée s'est trouvée tout d'un coup vraiment caduque. La société doit de nouveau entrer dans la lutte, voire le principe militaire, le principe de la défense, le principe de la mobilisation doit devenir une charpente de la société. Les Kurdes s'étaient inscrits dans la logique de Ibn Khaldun, XIVe siècle. Autrement dit, la cité ne peut exister que par la pacification. Mais Ibn Khaldun disait aussi que la pacification était à la fois la condition de la création de la cité, mais aussi une menace pour la cité, car la cité ne peut plus du tout se défendre en cas de crise. Et les Kurdes se sont trouvés dans cette situation. Et dans cette situation, il y a un autre élément qui est très important de rappeler. La mort a fait son retour dans la cité. Et je crois qu'effectivement, le jour où on lira l'histoire de Al-Qaïda, et Jacques Derrida l'avait très bien vu, le succès de Al-Qaïda en 2001, c'était de réintroduire la mort de manière extrêmement symbolique dans la cité. Et les Kurdes ont vu la mort qu'ils avaient expulsée de leur cité revenir dans la cité. Et là, c'est quelque chose auquel les Kurdes n'étaient absolument pas préparés, et c'est un phénomène important. Combien de temps cela va durer, mais c'est un phénomène important, d'autant plus qu'on avait vraiment l'impression que l'espace kurde se pacifiait au tournant des années 2010. Un troisième point. Tout ceci a créé des problèmes majeurs, mais surtout a redéfini l'inimitié dans l'espace kurde. Certes, il y a eu la conquête de Kirkouk. Certes, le Kurdistan irakien s'est élargi de 40%. Mais ce Kurdistan irakien partage désormais 1053 km de frontières avec les îles, Daesh, tout ce que vous voulez. Et il n'y a pratiquement plus de continuité territoriale entre le Kurdistan irakien et l'Irak. Et quand les Kurdes irakiens disent « nous n'avons pas quitté l'Irak »,
l'Irak nous a territorialement quittés, je crois que cela traduit une vérité. Mais cela signifie aussi donc un autre ennemi, un ennemi auquel les Kurdes n'étaient absolument pas habitués. Les Kurdes, jusqu'à maintenant, se positionnaient par rapport aux États, par rapport aux 4 États, surtout dans les années 90, cela est extrêmement évident. Ils se positionnaient par rapport au nationalisme étatique, mais certainement pas par rapport au djihadisme. Cela ne signifie absolument pas que les Kurdes n'ont pas eu de djihadistes. Au contraire, on sait que Abdullah al-Azam, donc le leader spirituel de ce qui allait devenir Al-Qaïda, le théoricien qui a trouvé la mort dans un attentat en 89 à Peshawar, a eu des élèves kurdes. On sait que dans ce qui allait devenir Daesh, il y avait aussi une organisation kurde qui s'appelait Ansar al-Sunnah. Et il y avait le Hezbollah au Kurdistan de Turquie. Il n'en reste pas moins que ce radicalisme religieux kurde était extrêmement marginal et en gros, on peut dire que le mouvement pacifiste islamiste kurde représenterait quelques 15% en Irak et sans doute ailleurs. Donc, ça n'ira pas au-delà. Et tout d'un coup, les Kurdes sont désormais obligés d'introduire une rupture dans leur récit historique, dans leur définition même identitaire, en se positionnant vis-à-vis un autre ennemi. Et cet ennemi est d'autant plus insaisissable que la logique qui est derrière lui n'est pas perceptible par les Kurdes. Il n'y a même pas le déni pur et simple de la kurdicité, et donc à la limite, il n'y a même pas la compréhension de pourquoi cet ennemi existe. Et cela est d'autant plus grave ou d'autant plus important que le conflit irakien et le conflit syrien ne sont absolument pas traduisibles dans le langage politique kurde. Le conflit chiite-sunnite, le conflit alawite-sunnite ne sont pas traduisibles dans le langage politique kurde. Ce qui ne veut pas dire que le phénomène confessionnel n'existe pas au Kurdistan. Mais les Kurdes peuvent se diviser autour des projets politiques, autour des partis politiques. Ils peuvent même se permettre d'avoir une crise politique qui a duré, Dorothée, je parle sous ton contrôle, quelques 9 mois, je crois, ou 6 mois. Donc, il peut y avoir des crises politiques extrêmement fortes. Il peut y avoir des conflits entre les différentes organisations kurdes. Il peut y avoir des primus inter pares qui émergent pour réguler ces conflits. Mais la traduction de conflits, des conflits qui minent ces deux sociétés arabes ultra-confessionnalisées est impassible. Et donc je crois que là, les Kurdes se trouvent à redéfinir une identité guerrière par rapport à un ennemi qui n'était absolument pas connu. Un troisième point, les rapports avec la Turquie. Est-ce que j'ai encore quelques minutes? Les rapports avec la Turquie ont été entièrement redéfinis en 2014. Si on regarde le moment 2013 ou le moment début 2014, on voit que la Turquie perd de prestige un peu partout au Moyen-Orient. Les rapports avec l'Arabie saoudite sont très mauvais, les rapports avec l'Iran sont très mauvais, les rapports avec l'Égypte après le coup d'État de Al-Sisi sont absolument détestables. Et en gros, il ne reste qu'un Nahda, et pas la Tunisie dans sa totalité, et Qatar qui adore Erdogan. Et de l'autre côté, parmi les Kurdes, on a l'impression que l'image de la Turquie s'améliore quelque peu. Parce qu'il y a un rapprochement entre Ankara et le Kurdistan d'Irak. Les rapports sont très bons, à tel point qu'on peut même dire que le Kurdistan irakien était devenu une sorte de colonie économique du Kurdistan, de la Turquie. En Turquie même, un tabou est brisé, même si rien n'est fait et il n'y a pas de feuille de route. Il y a une reconnaissance quasi officielle de Öcalan et de PKK comme interlocuteurs et partant comme représentants du peuple kurde. Et même si la Turquie définit les Kurdes syriens, le pays des Ottomans, comme une organisation terroriste, leur leader est quand même reçu à Ankara, à Istanbul, et il y a une sorte de agressivité verbale et neutralité axiologique. En 2014, été 2014, cette situation a été radicalement modifiée. Modifiée parce que la Turquie n'était pas là lorsque le Daesh a attaqué le Kurdistan, et surtout lorsque le Daesh a attaqué
un territoire kurde qui n'a pas de continuité territoriale avec le Kurdistan, la ville de Shengal ou Sinjar, où il y a la communauté yézidi. Il y a eu cette idée d'abandon total de la Turquie. Et la présidence kurde irakienne, à travers le chef de cabinet, la voix de chef de cabinet du président Hussein Fouad, l'a très clairement et très amèrement rappelé. Et même Barzani, l'autre jour, en disant que la Turquie avait malgré tout apporté quelques aides, n'a pas caché son amertume. Et surtout, l'attitude de la Turquie par rapport aux Kurdes syriens et par rapport à Kobanè a été considérée comme une trahison pure et simple. On reviendra sur le soi-disant revirement de la Turquie, sans doute dans le débat, il y a depuis quelques jours. Mais cela a fait que l'espace kurde, de nouveau, a dû se repositionner par rapport à la Turquie. Certes, le processus de paix continue encore, mais l'Irak semble cesser d'être un ennemi. La Syrie n'existe plus, soyons aussi clairs que cela. L'Iran a des rapports aujourd'hui avec le PKK, on le sait, avec le PYD. Et donc, la Turquie apparaît comme, l'État par excellence anti-kurde. Et cela, sans doute, aura un impact considérable, symboliquement au moins, et sans doute aussi politiquement à l'avenir. Mon quatrième point concerne précisément la Turquie, qui est extrêmement fragile et qui est entêtée, extrêmement fragile parce qu'entre le 8 et le 10 octobre, à la suite de la position turque par rapport à Kobanè, on a assisté à l'émergence d'une violence extrêmement dense qui, selon les dernières informations, aurait fait 42 morts. Et c'était une violence polymorphe. Polymorphe parce que dans lequel il y avait à la fois des éléments de la violence des années 70, la période durant laquelle la Turquie avait frôlé la guerre civile, et les éléments de la violence 90, une violence à la fois ethnique, une violence confessionnelle, puisqu'il y a une dimension alévi sur laquelle éventuellement on reviendrait, et une dimension, cette fois-ci, entre nationalisme turc et nationalisme kurde, et une dimension explicitement anti-djihadiste et djihadiste, donc les membres proches de Hezbollah, voire soupçonnés d'être EIL, et la mouvance pro-PKK. Et face à cela, on a l'impression que le pays est devenu une sorte de bateau ivre. Il y a une stratégie bonapartiste qui est assumée. Le bonapartisme, on y reviendra aussi, 10 décembre 1848, lequel bonapartisme signifie tout simplement que les institutions, aussi bien politiques, étatiques que partisans, sont vidées de leur sens, et il y a un transfert massif de légitimité de ce niveau institutionnel vers l'homme providentiel, et cet homme providentiel agit de manière pratiquement irresponsable, incontrôlable, irresponsable dans le sens où il ne porte pas la responsabilité de ses actes, et sans qu'il y ait des mécanismes d'équilibre et de contrôle. Le bonapartisme en France avait fait preuve de sa viabilité et s'était terminé sur la catastrophe de 1870. Je ne suis pas aussi pessimiste pour la Turquie. Il n'en reste pas moins lorsqu'il ne reste plus aucun mécanisme de contrôle et d'équilibre, il n'y a plus aucune voie qui peut apporter une logique discordante, qui peut défier la raison d'État, la raison monopolisée de l'État. Le pays court à pas mal de risques. Et ces risques sont importants aussi, et c'est mon cinquième point, c'est mon angle mort aussi. Ces risques sont importants parce que je n'arrive pas à maîtriser, personne n'arrive à maîtriser aujourd'hui, je crois, les rapports entre la Turquie et l'Iran. Dans les années 2010, 2011, 2012 et 2013, à la fois l'Iran et la Turquie ont exercé énormément de chantage sur les acteurs kurdes dans leur totalité, pour contrôler l'espace kurde dans leur totalité. L'un des enjeux du conflit en Syrie, c'était aussi ça. L'un des enjeux des crises entre la Turquie, entre le Kurdistan irakien et le pouvoir à Téhéran, c'était aussi ça. Et j'ai l'impression, je parle avec beaucoup de prudence, que tout ceci n'est pas terminé,
que cette guerre est là, cette guerre est larvée, cette guerre concerne pas uniquement le Kurdistan d'ailleurs, mais aussi la région dans son ensemble. Et dans cette guerre, sans doute l'Iran a marqué un coup très important en envoyant tout de suite des armes et des conseillers militaires à Erbil. Et là, Barzani l'a rappelé avec amertume. Et je crois que l'un des problèmes, c'est mon angle mort, une fois de plus, je ne maîtrise pas le dossier, mais sans doute l'isolement extrême de la Turquie dans la région et son image aussi détestable ferait que demain, les cartes pourraient bouger, les lignes de force pourraient bouger dans la région. Merci beaucoup, Hamid, pour cet exposé extrêmement précis et détaillé. Mesdames, Messieurs, je vais vous passer la parole tout de suite. Traditionnellement, je me sers du fait que j'abuse du fait que le micro est à moi pour le moment pour poser la première question. Elle va être extrêmement générale et même un peu naïve. Hamid, vous venez de dire, vous avez commencé en disant que les États éclataient et qu'en dessous de ces États, dans cette région, les sociétés éclataient. Ma première question, elle est extrêmement naïve. Je ne suis pas sûr que la réponse puisse être naïve. Pourquoi est-ce que les sociétés éclatent ? Il y a des explications évidentes, il y en a qui sont moins. Pourquoi ? Ça éclate. Et ma deuxième question, mais ces questions s'adressent à nos deux intervenants. Vous avez ajouté après que l'un des éléments qui vous semblait optimiste, c'est que sous ces sociétés éclatées, les Kurdes commençaient à former société. Alors, ils commencent à former société sans S ou à former société avec un S, c'est-à-dire qu'ils en forment combien ? 1, 4, 3 ? Derrière ma question, bien entendu, il y a la question de la création ou de la non-création d'un espace politique transversal. Ne me répondez pas tout de suite. On va prendre un premier round de questions, si vous voulez bien. Si vous voulez bien vous manifester en levant... Voilà, madame, je vous en prie. Si vous voulez bien, je vais prendre 2 ou 3 questions pour donner à nos amis le temps de réfléchir aux réponses qu'ils vont vous faire. Je vous en prie, madame. Oui, moi j'avais une question. On évoque toujours le Grand Kurdistan. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est imaginable de créer un Grand Kurdistan quand on voit les divisions religieuses qui existent au sein des groupements kurdes ? Quand on voit le Hezbollah... Religieuse, pas seulement religieuse. Oui. Entre le Hezbollah, les Alevis, le mouvement Oudapar, etc. Est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'un jour ça va s'unifier au-delà de ça ? Bon, merci beaucoup. C'est un petit peu la même. Oui, c'est un peu la même question. C'est la question est-ce qu'il est possible de former un espace politique unifié ? Je vous en prie. Merci. Bonsoir. Sur la question des femmes et des sociétés kurdes, on voit des guerrières kurdes sur les photos à côté de nous. Et je me demandais du coup, est-ce que c'est de l'affichage ou est-ce que dans la société kurde aujourd'hui, il y a vraiment une place pour les femmes ? Madame. D'ailleurs, il n'y a que des femmes qui posent des questions. Bonjour, moi je voudrais savoir si vous savez quelque chose d'assez précis sur la Russie. Quelle est l'attitude de la Russie par rapport à tout ce qui se passe là-bas, cette perplexité ? Voilà. Comment les Russes se positionnent ? Quel peut être leur intérêt ? Question etc. très intéressante, oui. Bon, on va peut-être s'arrêter là provisoirement, n'ayez pas peur, on y reviendra. Bon, je passe peut-être la parole à Dorothée. Tu peux la passer un peu. Non. Bon, alors pourquoi les sociétés éclatent ? J'ai l'impression que les sociétés se séparent en fait. On a des sous-sociétés qui sont aujourd'hui dans des logiques de divorce et de séparation. Et l'explication qui me vient la plus immédiatement, c'est tout simplement qu'on a des États et des régimes qui ont géré les sociétés en faisant de l'ingénierie des minorités et de la gestion discriminatoire des minorités, donc qui ont créé une grande frustration et qu'à partir du moment dès que l'État s'affaiblit, finalement, on repart dans des logiques de communautarisation. Alors, c'est vrai que, pour revenir un peu à votre question sur les divisions religieuses, il me semble qu'Hamid a dit que justement, c'était quelque chose que les Kurdes ne connaissaient pas, qu'ils ne comprenaient pas comment en Irak, on pouvait avoir le chiisme et le sunnisme qui aboutissaient à des conflits meurtriers entre Arabes. Et moi, c'était une question que je lui aurais posée également sur la place des Kurdes alévis en Turquie, sur laquelle je me pose toujours beaucoup de questions, parce que je ne comprends jamais très bien si d'abord... si les Azas se considèrent comme Kurdes, par exemple, c'est pas forcément tous des Alévis, mais bon, j'ai jamais très bien compris. Si ce sont des collabos de l'État turc ou si ce sont Kurdes, quelle place ils tiendraient dans un processus de paix, dans un processus politique arrangé avec la Turquie ?
Pardon, mais même s'il n'y a pas de division, si les divisions religieuses, il y a des divisions politiques extrêmement importantes. Oui, mais j'ai à dessein posé la question des divisions religieuses, car je pense que les autres, on les a peut-être un peu plus en tête. Et effectivement, sur la question du Grand Kurdistan, bon, il y a beaucoup de paramètres qui compliquent la perspective. Alors, il y a évidemment il y a des conflits d'ego, de leadership. Je crois que Amit a aussi évoqué ces aspects de leadership charismatique qui parfois ont un côté aussi un petit peu totalitaire. On est quasiment un peu dans le culte de la personnalité. C'est pas forcément c'est des sociétés qui sont bipolarisées où systématiquement ça produit sa propre division, mais enfin la division en même temps est quand même absorbée dans la perspective dominante de façon un petit peu brutale. On a une division des 4 grands territoires kurdes. On a évoqué donc les 4 grands pays où il y a des Kurdes qui ont finalement chacun géré leurs Kurdes dans leur coin de manière forte et qui ont imprimé leur marque à leur société kurde. Alors, en ce qui concerne les Kurdes de Syrie, qu'on a vu surgir sur la carte, on s'en était pas aperçu parce qu'ils étaient apatrides, ils n'existaient pas, ils étaient un peu dans le paysage. Finalement, il y en a quand même pas mal. En Turquie, les Kurdes ont été quand même turquisés de manière extrêmement autoritaire depuis très longtemps et ça a laissé des traces, c'est-à-dire que la lutte pour l'autonomie kurde, elle a aussi des aspects spécifiques de culture turque à mon sens. Et puis au Kurdistan irakien, bien sûr, on a aussi des côtés, des aspects très irakiens de fonctionnement, sans doute. Donc la perspective du Grand Kurdistan, c'est aussi la façon dont chaque communauté kurde envisage l'État, ce qui était en partie le sujet de l'excellent article qui structure le dossier écrit par Amit dans ce dossier de politique étrangère, qui était ce rapport des Kurdes à l'État, qui est très ambigu, puisqu'à la fois l'État est perçu comme oppresseur, en même temps on voudrait avoir son propre État, mais comment est-ce qu'on peut envisager le passage à l'État pour les Kurdes, quelle forme d'organisation institutionnelle, quelle forme de régime politique, de gestion, etc. Sur les femmes et les sociétés kurdes, donc moi je me pose également beaucoup de questions. C'est un sujet sur lequel je ne suis pas très à même de répondre, mais je suis un petit peu agacée par cette espèce de mise en avant permanente du féminisme des Kurdes, dont je soupçonne qu'elle a quand même des aspects de légèrement de whitewashing, pour ne pas dire plus. Donc là, effectivement, on a des photos très 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 jolies, de combattantes photogéniques en treillis avec des kalachnikovs et d'autres choses. Bon. La façon dont la main-d'œuvre féminine est gérée au sein du PKK n'a rien de particulièrement rigolo. On a eu besoin de main-d'œuvre. Il faut que les femmes partent au combat. L'oppression, l'exploitation des Kurdes rejoint l'exploitation des femmes dans les sociétés. Donc la lutte armée va libérer la femme. On a une stricte séparation des sexes. Quand on se dévoue à la guérilla, on oublie toute sa vie personnelle, etc. Donc c'est quand même un féminisme qui a des aspects un petit peu contraignants, disons. Pas uniquement, mais en tout cas très, très contraignants. Et on voit que... il y a certainement énormément de combattantes qui d'abord sont d'un véritable patriotisme kurde, qui croient à la lutte pour des tas de raisons, mais il y en a aussi qui y vont parce que c'est une échappatoire par rapport au sort qu'elles ont dans des sociétés parfois très rurales, où finalement elles n'ont absolument aucune liberté de mouvement. Voilà, c'est mon point de vue de femme. Je retiendrai le slogan « La lutte armée libère la femme ». Pour moi, qui suis un peu un spécialiste des questions militaires, c'est pratiquement la première fois que je l'entends passer. Hamid. Oui. Sauf peut-être dans le Vietnam des années 60. Je dirais un petit mot, en Algérie aussi. Je dirais un petit mot de la Russie, si vous permettez. D'accord. Donc, pourquoi les sociétés s'effondrent? Je crois que l'une des premières raisons, c'est effectivement, ce sont des États extrêmement neufs. Lorsqu'on regarde, par exemple, la Tunisie et l'Égypte, et je suis très prudent par rapport à l'avenir, ces deux sociétés ont été centralisées dès le début du 19e siècle, et la capitale compte. Les tribus existent, mais sont à la marge. Les périphéries existent, mais tant que la capitale n'a pas bougé, rien ne bouge. Et ces deux sociétés ont la capacité de faire société. De l'autre côté, lorsque vous regardez le Yémen réuni finalement dans les années 90, la Libye réunie dans les années 50, la Syrie créée dans les années 20, l'Irak créé dans les années 20. Mais plus gravement, je crois qu'il y a aussi une dialectique, et c'est pour ça que je serai très prudent demain. Toute société peut s'écrouler, y compris des sociétés démocratiques.
Il y a une dialectique entre l'État et la société. L'État est un léviathan, il est suprasocial, trouve son sens dans l'arbitraire qu'il instaure, et de l'autre côté, l'État est néanmoins l'unificateur du temps collectif et de l'espace collectif. L'État est celui qui instaure des repères de confiance. Et la destruction de l'État ne permet pas l'émancipation de la société qui est soumise, mais se poursuit par l'effondrement et la fragmentation de la société elle-même. Et l'État redevient une mafia. Lorsque vous regardez les travaux de Weber, surtout pour ceux qui sont en sociologie, Weber ne dit pas uniquement l'État, c'est le monopole de la légitimité, de la violence légitime. Weber explique qu'à l'origine, l'État a été une mafia qui a imposé la taxation. Et donc, du coup, l'État se transforme en une sorte de mafia et l'État coexiste avec d'autres mafias qui émergent. Et donc, la société soit est obligée de se déplacer, soit l'autre solution, c'est qu'elle est obligée de se soumettre. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Sur une société de 22 millions de personnes, c'est pas énorme. Hein. 250 000 morts, 5 millions de réfugiés, 6 millions de déplacés. À l'échelle de la France, cela représenterait 750 000 morts et 32 millions de réfugiés et de déplacés. Et les autres sont soumises. Donc je crois qu'effectivement, il y a cette dialectique entre l'État et la société qu'il faudrait vraiment prendre en considération. Avec le Kurdistan ou la société kurde avec un seul S ou deux ou quatre, je dirais les deux. Avec un seul S et les quatre en même temps. Et je crois que là aussi, sans doute, on a besoin d'une gymnastique intellectuelle pour sortir, disons, des cadres que l'État westphalien nous avait imposés. Voilà, un État, une capitale, une société. Cela a pu marcher en Tunisie et en Égypte, mais cela n'est absolument pas nécessairement la règle. On peut parfaitement envisager des sociétés qui s'imaginent comme une et qui sont pourtant conflictuelles et plurielles. Et qui portent en elles l'héritage de leur passé, d'autant plus que ce passé de division de pratiquement de 100 ans est quand même là, politiquement elle est là, culturellement elle est là, linguistiquement elle est là. Parler le turc et l'arabe ne signifie pas du tout la même chose, on n'a pas du tout la même culture politique, et de l'autre côté, on peut avoir un récit historique unique, et c'est qui est le cas des Kurdes depuis les années 30, un hymne national unique, c'est qui est le cas depuis les années 30, un imaginaire géographique unifié, c'est qui est le cas depuis les années 30, un récit historique mais vraiment unique avec le Panthéon qui est unique, et donc du coup, tout ceci, ça crée un ensemble. Mais rattachement étatique différent. Et à chaque moment de crise, on voit aussi qu'il y a un double phénomène jusqu'à quand cela va continuer. Avec Dorothée, on avait discuté de très longtemps de ça il y a, je crois, quelques années. Les Kurdes irakiens, par exemple, se sont à la fois ré-kurdistanisés et ré-irakisés en 2003. Ré-irakisation, ça veut dire effectivement, on s'impose à l'Irak comme des Kurdes. Et de l'autre côté, on négociait leur présence dans l'espace kurde en tant que Kurdes irakiens. Donc, mais combien de temps tout ceci, ça va continuer, je n'en sais rien. Et la question religieuse, donc ce n'est pas la question religieuse, à vrai dire, qui pose un problème. Hein. Jusqu'à maintenant, cette question a été plutôt très bien gérée. Peut-être que la seule exception, c'est que les chiites kurdes iraniens, qui représentent quelques 25% des Kurdes iraniens, ont soutenu plutôt Khomeini que le mouvement nationaliste kurde en 1979. Mais c'est un peu la seule exception qu'on connaît. Pour le reste, non, je crois qu'effectivement, la société n'est pas fragmentée à partir de ces lignes de force. Peut-être parce qu'il y a une histoire nationale, peut-être parce que la nation peut se réaliser à partir de discours de l'oppression nationale qu'elle peut actualiser, qu'elle peut mobiliser, que les autres types d'appartenance ne disparaissent pas, mais ne deviennent pas le fil conducteur, le fil rouge, disons, des mobilisations politiques. Ce qui ne veut pas dire que dans 40 ans, il n'y aura pas nécessairement un problème entre les Alevis ou les Sunnites en Turquie. Mais aujourd'hui, ce n'est définitivement pas le cas. Donc je pense qu'effectivement, s'il y avait un obstacle devant l'unification des Kurdes, ce ne sera pas d'ordre religieux, mais ce sera d'ordre politique. Voilà, on a il y a une division de quand même de 100 ans. Comment on réunit cela? Comment on réunit, par exemple, demain, le Kosovo, qui est désormais un État indépendant, et l'Albanie, qui est un État indépendant depuis 1911? Alors que les deux ont le même nationalisme, et il y a cet imaginaire de l'espace albanais comprendre les deux simultanément.
comment on réunit voilà, le Pays basque. Donc, je crois qu'on a vraiment ce type d'appartenance. Donc, la question principale aujourd'hui, ce sera, dans un Moyen-Orient futur pacifié, ce sera comment on peut éventuellement assurer la fluidité des frontières et puis, bon, ben voilà, préparer l'avenir. Les Alévis. Les Azas, non, je veux dire, effectivement, le courant zazaïste a été toujours ultra minoritaire au Kurdistan. Hein. Les Alévis, je crois. Non, voilà, et d'autant plus qu'une grande partie des chefs kurdes, on était vraiment Zaza par le passé. Hein. Et voilà, dans le panthéon kurde, il y a le chef de la révolte de 1925, etc. La question alévi est beaucoup plus complexe. Est beaucoup plus complexe parce que vous avez des Alévis kurdes, vous avez des Alévis turcs et vous avez des Alaouites syriennes en Turquie. Les Alaouites de Hatay, de Sancak d'Alexandrette, qui sont effectivement dans une continuité pratiquement organique avec les Alaouites de la Syrie. Les Alévis kurdes, visiblement, en tout cas lorsqu'on regarde les votes électoraux, les résultats électoraux, le vote glisse de plus en plus vers un vote kurde, d'autant plus qu'il y a eu des révoltes, effectivement, le 36-38, par exemple, ça s'est déroulé vraiment dans l'espace alévi, mais à condition que leur appartenance alévi soit reconnue. Pour les Alévis turcs, qui représentent sans doute la grande majorité des Alévis, je ferai l'hypothèse de 3 millions, non, je veux dire 12 millions de Turcs Alévis, 3 millions de Kurdes Alévis, mais je pourrais être contredit parce qu'on n'a aucune statistique. Dans leur cas, l'enjeu, c'est à la fois de comprendre les Alévis kurdes, mais de l'autre côté, ne serait-ce que par dépit, ils deviennent pro-kémalistes. Par dépit, tout simplement contre le gouvernement, contre la sunnitisation. Parce que je n'ai pas parlé ici, mais il y a une confessionnalisation des politiques internes et externes en Turquie qui est quand même effrayante. Donc du coup, on voit comment une grande partie de ce courant, pas la totalité, une grande partie de ce courant peut parfaitement accepter la symbolique kémaliste qui est parfaitement contraire à la kurdicité. Donc, et derrière les événements de Gezi, il y avait aussi le facteur alévi en partie. Derrière les événements qui ont eu lieu récemment, il y a aussi le facteur alévi. La question des femmes, je serais un tout petit peu, tout en étant d'accord avec Dorothée, je serais un tout petit peu plus nuancé qu'elle. Si vous prenez le Kurde, c'était qui avait posé la question? C'était vous, madame, non? Oui, voilà. Si vous prenez la Turquie, mais aussi la Syrie, je dirais, aussi l'Irak, aussi l'Iran, vous avez deux générations politiques très importantes. Ce sont les générations politiques de 68 et de 78. Ça veut dire né en 48 et actif politiquement en 68. À l'époque, on bougeait très jeune. On n'attendait pas 40 ans. Et puis, après, vous avez effectivement la génération née en 58, autour de 58 et actif après. Et après, en Turquie, par exemple, vous n'avez plus aucune génération politique jusqu'à 2013, les événements de Gezi. Encore, est-ce qu'on aura une génération? Je n'en sais rien. Alors que si vous prenez le Kurdistan, vous avez la génération 68, 78, 88, 98, 08. Donc vous avez une mobilisation constante, et cette mobilisation constante fait qu'il y a à la fois des ruptures intergénérationnelles et des transmissions intergénérationnelles. Fait qu'il y a à la fois une féminisation du mouvement et un rajeunissement du mouvement. La société, elle est conservatrice, et de l'autre côté, entrer dans la lutte apporte une légitimité que ni l'âge, ni la croyance, ni l'autorité patriarcale ne peut apporter. Et il y a effectivement ces femmes qui se battent, et de l'autre côté, vous avez des milliers de politiciens kurdes maintenant qui agissent sur l'espace, je veux dire, dans l'espace politique de manière ouverte, dans une action légale et légaliste, et qui ne sont pas du tout soumis aux mêmes contraintes militaires. Et si vous prenez la ville de Mardin, qui est quand même une ville extrêmement importante en Turquie, cette ville est dirigée aujourd'hui par un monsieur de 75 ans et une jeune fille chrétienne de 25 ans, co-dirigée. Donc, vous avez à la fois effectivement toutes ces contraintes sur lesquelles Dorothée a insisté, et j'ajouterais, il y a les contraintes de société conservatrice, et de l'autre côté, il y a une réelle émancipation. Sur la Russie, je crois que la Russie, par rapport à Daesh, a fait son choix. Visiblement, il y a quand même une entente, mais je parle sous votre contrôle, une entente avec
avec les États-Unis. Au moins sur ce dossier, la Russie a très, très tôt ouvert un consulat à Erbil. La Russie n'est absolument pas inquiète, selon moi, de voir ces Tchétchènes, ces Daguestanais, etc., aller se faire tuer en Irak ou en Syrie. Mais en même temps, effectivement, la Russie ne souhaite absolument pas que ces militants-là reviennent sur leur terrain d'origine, comme les Arabes afghans l'ont fait en Algérie des années 90 ou en Égypte des années 90. Mais je suis absolument analphabète dans les relations internationales. Donc, du coup, je vous passe la parole. Oui, c'est gentil de dire ça. Non, mais moi, je suis analphabète sur votre région, mais peut-être un petit peu moins sur la Russie. Donc, juste une remarque à partir d'un autre point de vue. Bon, je crois que la présence et l'intervention de la Russie dans la région elle renvoie à trois ou quatre obsessions depuis quelques mois et même depuis des années, même des décennies, que je cite sans ordre. La première, c'est l'obsession islamiste. C'est-à-dire que la Russie est un pays avec une très forte communauté musulmane, comme vous le savez, l'URSS bien entendu, mais même la Russie d'aujourd'hui a une tradition de rapport avec l'islam, beaucoup plus ancienne que la nôtre, by the way, et avec l'héritage de ce qui se passe dans le Caucase du Nord à l'heure actuelle, a une véritable obsession de ce qu'ils appellent l'islamisme, c'est-à-dire le terrorisme tchétchène, le Daghestan, etc. Donc là, il y a une position absolument ferme qui correspond d'ailleurs avec leur accord avec Israël, hérité des populations russes exilées en Israël, etc. Ça, c'est la première obsession. La deuxième obsession qui va pouvoir qui nous paraît peut-être un petit peu comique maintenant, c'est l'obsession de la protection des chrétiens de la région. N'oubliez pas que Moscou se vit comme la troisième Rome, la protectrice des chrétiens d'Orient, etc. Ça nous paraît, nous, en France, un peu exotique. C'est un discours, avec le retour de la religion à Moscou depuis 15 ans. Exactement. C'est un discours, non, mais c'est un discours qui revient à Moscou avec quelques crédibilités. La troisième raison, c'est évidemment le challenge de puissance. Le retour de puissance, au sens où on a des renvois de puissance, si je puis dire. Pourquoi ça s'est passé comme ça dans la région ? Tout simplement parce que la Russie avait des liens spécifiques avec le régime syrien. C'est pas du tout la base de Tartous, etc. Je veux dire, bon, s'ils la gardent très bien, mais ils savent très bien qu'ils la garderont pas parce que Bachar va pas rester là éternellement. Donc c'est pas ça leur déterminant. Leur déterminant, c'est que c'était l'endroit où ils pouvaient challenger la puissance occidentale, tout simplement. C'est-à-dire que les Russes sont d'excellents joueurs d'échecs, c'est-à-dire que ils sont pas fous, ils envoient pas les grosses troupes en face des troupes occidentales. Ils savent qu'ils n'ont absolument aucune chance. Ils manœuvrent quand, avec un investissement diplomatique ou militaire limité, diplomatique en Syrie, militaire en Ukraine, ils peuvent avancer parce qu'il n'y a pas de risque que les autres tapent fort, tout simplement. Or, en Syrie, ils savaient que les Occidentaux étaient bloqués. Donc ils ont avancé, ils ont joué en Syrie, ils ont gagné en Syrie l'année dernière. Puis la dernière obsession, qui est une obsession qui marche contre ce que je viens de dire, la dernière obsession, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire que je pense quand même que dans les mois à venir, voire les années à venir, l'expression de puissance de la Russie va d'abord devoir se manifester sur un axe européen. Tout simplement parce qu'ils sont sur une position défensive, contrairement, mais enfin on n'est pas là pour parler de la Russie, ils sont sur une position défensive et qui vont devoir réfléchir au fait que l'alignement de victoires tactiques se traduit en défaites stratégiques en Europe, parce que c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et que donc il va falloir qu'ils règlent et qu'ils traitent cette défaite stratégique. Donc ils vont rester au Moyen-Orient avec, à mon avis, une obsession dominante qui est la lutte contre ce qu'ils appellent le terrorisme islamiste. Il ne faut pas oublier quand même que nous, on fait à juste titre un scandale quand il y a 2 ou 3 morts dans un attentat à Paris. Les attentats à Moscou, alors organisés, sous-organisés, etc. Mais enfin, on ne peut quand même pas penser que ce soit l'État russe qui organise tous les attentats. À chaque fois, il y a 150 morts au cœur de Moscou. C'est pas une plaisanterie pour les Russes, les attentats dans le métro de Moscou. Donc je pense que c'est cette obsession qui est structurante. Mais je m'arrête sur la Russie parce que je serais capable de parler trop. Voilà. Oui, j'ai quand même une question pour ça, avant de vous donner la parole. Je suis très séduit, évidemment, en tant qu'Européen,
par cette vision de Kurdes dont les uns auraient un État, les autres pas d'État, des frontières ouvertes, une sorte d'accord Schengen entre l'Iran, la Turquie, etc. Bon, est-ce que vous êtes vraiment en train de nous dire que le Moyen-Orient est le laboratoire de la postmodernité et que les États s'écroulant, de même que l'Afrique a passé le stade du téléphone à fil pour sauter directement sur le téléphone sans fil, le Moyen-Orient va passer directement à la société fraternelle sans État. Parce que c'est quand même un peu ça que vous êtes en train de nous dire. Je caricature naturellement, mais est-ce que c'est vraiment ça? Non, c'est pas du tout ça, c'est qu'effectivement, voilà. Non, je suis là pour vous tout avouer, je suis assez désespéré. Hein. Je suis assez désespéré. Demain, rien n'indique qu'en 2016-2017, on va pouvoir parler de la société syrienne. Oui, bien sûr. Voilà, donc la situation est allée beaucoup trop loin. Et nous, les modernes, on a oublié que les sociétés pouvaient disparaître. Les anciens ont été obsédés par cela. Donc, à la limite, je crois que mon premier souci pour le moment, c'est ça. En deuxième lieu, je sais qu'effectivement, la sortie d'une logique westphalienne combinée à une logique sociale darwiniste, sans doute aurait pu éviter au Moyen-Orient énormément de catastrophes au XXe siècle. Le conflit sunnite-chiite n'était absolument pas une fatalité. Et ce n'est pas parce qu'il y a les chiites et les sunnites que l'Irak se disloque. Parce que cette surconfessionnalisation n'a in fine eu lieu qu'à partir de 68, voire 79. Donc avant, on n'est absolument pas dans cette logique. Lorsque vous regardez par exemple l'histoire irakienne, déjà les grandes conversions au chiisme ne datent que du 19e siècle. Jusqu'au début du 19e siècle, l'Irak n'est pas une société, l'Irak actuel n'est pas une société à majorité chiite. Le parti Baas, qui est devenu par la suite l'instrument de répression contre les chiites, est dans les années 40 ou 50 un parti mixte, chiite et sunnite. Le parti communiste mobilise énormément de communistes, de chiites. Certes, il y a une entité alaouite dans les années 1920 et 30, mais lorsque vous regardez l'espace politique des années 50-60 en Syrie, vous avez des notabilités, vous avez une intelligentsia, le facteur alaouite n'intervient pas. Donc il y a ces moments de confessionnalisation du politique, et je crois que cette confessionnalisation s'explique effectivement par le fait qu'il y a eu des rapports de domination, qu'il y a eu un ancrage social darwiniste, qu'il y a eu telle ou telle clique issue de telle ou telle communauté qui ont pu confisquer le pouvoir. Donc sans ces facteurs-là, on ne peut absolument pas naturaliser le facteur religieux. Donc effectivement, je crois que sans ce social-darwinisme, sans ces rapports de domination, sans doute le Moyen-Orient n'aurait pas été là. Et puis le troisième point, je ne suis pas du tout maghrébin, mais ça fait 15 ans, 20 ans, je ne rêve que de l'unité maghrébine. Je sais qu'on en est encore très loin. Est-ce que vous pouvez continuer 20 ans? Voilà, je sais. Mais bon, effectivement, je sais que si le jour où il pouvait y avoir une unité des États maghrébins... Ça serait une unité interétatique. Que ça commence par une unité interétatique. Aujourd'hui, si vous regardez le triangle, la Suisse, l'Allemagne et la France, vous avez à la fois trois sociétés, en même temps des sociétés qui communiquent, mais vraiment qui sont dans une fluidité parfaite. Donc voilà, disons qu'effectivement, demain, les Kurdes peuvent créer leur État. D'une, c'est leur droit, de deux, ça peut être la dynamique. Ils peuvent créer 4 États, ils peuvent créer un seul État, ils peuvent créer des fédérations. Donc tout ceci peut effectivement relever de la dynamique. On n'est pas à la fin de la période des États. Il n'en reste pas moins qu'on peut imaginer, et là, ce n'est même pas pour les Kurdes, parce que demain, les Kurdes quittent l'Irak ou la Syrie. Le conflit syrien ne change pas de nature. Le conflit irakien ne change pas de nature. Voilà. Je vous rends la parole. Deux messieurs à droite. C'est moi qui parle mal. Ah oui, voilà, d'accord. En fait, j'ai une question qui est sur le terrain du militaire pur, en fait. Quel est l'état en fait des forces kurdes sur le terrain? Combien de Peshmerga y a-t-il entre l'Irak et la Syrie? Et quelle est leur tactique et leur stratégie, leur vision stratégique du combat qu'ils mènent contre l'EI sur le sol, puisque ce sont les seules forces au sol qui combattent l'EI actuellement? Merci. Merci, derrière vous, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir. On m'a en fait deux questions. D'abord, ça concerne, vous parlez d'explosion des sociétés, ou en tout cas de leur disparition.
pire encore, l'implosion. L'implosion des sociétés. Qu'en est-il des tribus et du cercle tribal? Et de deux, vous parliez justement aussi des rapports confessionnels au sein des Kurdes. Qu'en est-il entre les Kurdes et les Yézidis? Puisque j'ai entendu des rapports conflictuels entre les Yézidis, les Kurdes yézidis et les Kurdes sunnites, par exemple en Turquie ou même en Syrie, quoi. Merci. Merci. Une autre question pour ce deuxième round? Ça suffit comme ça pour le moment? Alors sur les forces en présence, c'est pour vous. Oui, je dirais qu'on pourrait répondre l'une à l'autre, ou entre réagir. Donc, Chacun son tour. Non. D'accord. Donc, je serais vraiment incapable de répondre à votre question. Hein. Jusqu'à il y a peu, on parlait d'une armée de 100 000 peshmerga et de quelques 30 000 guerrieros, puisqu'ils ne s'appellent pas peshmerga, ou peshmerga, en Syrie, au Kurdistan syrien. Mes chiffres sont désormais ouvertement contestés par les informations que je reçois, mais je reste très très prudent. Il y a certains journalistes turcs qui disent aujourd'hui qu'il y a 60 000 Kurdes syriens qui sont armés. Cela me paraît un peu beaucoup, mais je n'ai pas d'éléments de vérification. Et j'ai entendu aussi récemment que le nombre de peshmerga était de 160 000. Là aussi, voilà, donc Kurdes irakiens. Voilà, institutionnel. Donc voilà, je resterai, disons, relativement prudent, mais toujours est-il que les forces kurdes syriennes ont en grande partie pris le PKK comme modèle, et donc certains d'entre eux avaient déjà participé à la lutte du PKK, et n'ont jamais pu se projeter dans un cadre où ils seraient assiégés, dans un contexte urbain. On est dans une guerre très différente que de la guerre de guérilla. Et les forces kurdes irakiennes, eux, avec très peu d'armement, puisqu'il n'y a pas eu de modernisation de leur armée, si c'est le cas à la marge, un peu par les Américains et sans doute un peu par les Israéliens, se sont sans doute beaucoup trop vite crus comme une force étatique constituée. Et donc, du coup, sans doute, il y a maintenant une professionnalisation très poussée parmi les Kurdes irakiens. Sans doute, il y a un armement infiniment mieux assuré. Sans doute, il y a la formation des troupes d'élite. Donc, le passage... de toute façon, il n'y a jamais eu de mobilisation générale, hein, mais de passage de recrutement comme ça de peshmerga à la formation des troupes d'élite. Et les Kurdes syriens, bon, là, ils sont en train de livrer leur... je veux dire, il y a eu énormément de superlatifs que je ne vais pas utiliser. Ils sont en train de livrer leur lutte urbaine. Donc, la guerre de 4e génération. Mais là aussi, je suis ignorant dans le domaine des affaires militaires. Mais bon, voilà, la guerre de la 4e génération, c'est la guerre qui va se dérouler dans l'espace urbain. C'est la Côte d'Ivoire, c'est Fallujah, etc. Donc, on est un peu dans cette logique. Les tribus. Alors, là aussi, je donnerai un peu la même réponse que la réponse pour la confession. Il faut à la fois savoir que les tribus existaient là depuis 1500 ans. On fait l'éloge de la tribu des prophètes, et de l'autre côté, aucune tribu ne peut être essentialisée en tant que telle. Il y a des vagues de tribalisation et des vagues de rétribalisation et détribalisation. Si vous prenez le cas de l'Irak, par exemple, hein, après 1839, vous avez une vague de tribalisation. Pourquoi? Parce que l'Empire ottoman est loin, l'Empire veut centraliser, mais échoue sa politique de centralisation. Il y a déjà l'entrée dans un système capitaliste qui fragilise la société. Il y a des attaques qui viennent du Sud et une double réponse. Une première réponse, la confessionnalisation, la chiitisation. Pourquoi? Parce que le chiisme apporte une nouvelle idéologie, une nouvelle solidarité, de nouvelles instances d'arbitrage. Et la rétribalisation, pourquoi? Parce que la tribu permet la protection, la décharge étatique. La décharge étatique peut être gérée par les syndicats, par les frères musulmans ou par les tribus. Et donc, on voit par exemple, dans les années 90, vous avez une nouvelle vague de rétribalisation. Pourquoi? Parce que l'État irakien n'est absolument pas en mesure d'assurer. Et il est encore suffisamment présent pour contrôler, mais n'est plus du tout
en mesure d'assurer la sécurité ni la redistribution. 2003, c'est l'heure de gloire des tribus. 2005, les tribus s'effacent. Pourquoi? Parce que la violence est telle que les tribus ne sont plus en mesure d'assurer la protection. 2014, les tribus deviennent inféodées de Daesh. D'autant plus que lorsque vous regardez l'énorme documentation qui a été trouvée chez Ben Laden, vous êtes impressionné. Vous avez des traités sociologico-anthropologiques où, sans doute, Al-Zawahiri explique dans une note de 30 pages pourquoi la société yéménite est tribale, comment les militants doivent agir par rapport aux tribus et pourquoi il ne faut pas qu'ils fassent les mêmes erreurs qu'en Irak. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, à un moment donné, lorsqu'on dit ces voyous, si c'est vrai qu'il y a une dimension voyou, on se soulage, mais on ne voit pas les constructions qui sont derrière, les études qui sont derrière de tel type de mouvement, qui peuvent par ailleurs être parfaitement nihilistes. Et donc, je crois que la question tribale, vous ne pouvez pas le comprendre sans ces rapports intrinsèques avec l'État. Et c'est exactement le cas aussi du Kurdistan d'Irak. Dans les années 90, le Kurdistan d'Irak passe par une période troublée, il y a une guerre civile, les tribus deviennent fortes. Dans les années 2000, vous avez une perte de vitalité des tribus. Au Kurdistan de Turquie, vous avez un renforcement des tribus dans les années 90, certaines tribus. Pourquoi? Parce que l'État les salariés et les armes. On constitue une armée tribale de 100 000 personnes, essentiellement tribale. Alors que dans les années 2010, le mouvement kurde gagne un espace public, politique publique, il y a une urbanisation accélérée et les tribus perdent de poids. Alors qu'à l'inverse, au même moment, en Libye, urbanisée à 80%, les tribus s'imposent comme pratiquement les seules entités, avec les milices constituées à la faveur de la socialisation militaire de 2011, comme les seules entités sociales. Donc là aussi, je dirais vraiment beaucoup de prudence, et je vais prendre encore une demi-minute pour les Yézidis. Oui et non. Oui et non, effectivement. Je crois qu'effectivement, il y a eu une politique de discrimination de la part d'une partie de la population sunnite à l'égard des Yézidis. Je veux dire, cela est indéniable. Cela est le cas au Kurdistan d'Irak, un peu moins en Syrie, sans doute beaucoup moins en Irak. Et de l'autre côté, et on sait aussi que, par exemple, dans le Caucase, la question yézidi se formule encore différemment, parce que c'est une communauté qui est dispersée. De l'autre côté, le mouvement kurde a toujours trouvé dans le yézidisme l'authenticité, l'âge d'or, la religion d'âge d'or. Implicitement, la religion que les Kurdes avaient avant que ces Arabes nous imposent leur islam. Et donc, du coup, la kurdicité authentique, la croyance authentique, c'est qui place les Kurdes parmi les ancêtres de la Mésopotamie, donc cet espace. Donc, vous avez vraiment ces deux éléments qui vont de pair. Juste, avant de passer à la parole, juste une petite remarque sur les contingents militaires. D'abord, je les ignore absolument, mais simplement pour vous dire de vous méfier des chiffres, parce que 100 000, 160 000, ce sont des chiffres énormes. Et naturellement, ça dépend de l'organisation et ça dépend de l'armement. Or, jusqu'à présent, ça a peut-être changé maintenant, mais jusqu'à présent, l'armement moderne n'est pas de leur côté. Il est naturellement du côté de l'ancienne armée irakienne qui avait été réarmée par les Américains. Alors ça va peut-être changer, mais c'est comme ça pour le moment. Et puis, guerre de 4e génération parce qu'elle est urbaine, je crois que c'est très gentil. Il ne suffit pas de se battre dans une ville pour que ce soit une guerre de 4e génération. Le concept de guerre de 4e génération, il est utilisé chez nous pour des guerres menées dans les villes hyper technologisées, c'est-à-dire avec des fusils qui savent tirer dans les coins, des drones etc. Ça, c'est plutôt Leningrad ou Stalingrad. Ce n'est pas une guerre de 4e génération, fais attention. La technologie est utilisée très massivement par Daesh. Oui, mais c'est pas une technologie. Enfin bon, c'est pas une technologie américaine ou française. Enfin, je veux dire, sans vouloir faire de la propagande pour la technologie française. Juste effectivement par rapport à l'ancienne armée irakienne, voilà, là aussi on voit par exemple l'ancienne armée irakienne. La reconstruction de l'armée irakienne a coûté 25 milliards de dollars et son budget annuel était de 19 milliards de dollars. Et il y avait 86 000 hommes armés, 80 000 policiers et 16 000 soldats à Mossoul, ville d'1 300 000 habitants. La ville a capitulé en 1 ou 2 minutes. Voilà. Allez, Dorothée. Merci. Bon, il y a beaucoup de points.
Alors, pour revenir une petite seconde sur la question du féminisme, oui, car je trouve qu'on l'évacue parfois un petit peu facilement. Je pense que la mise en responsabilité, dans certains contextes et sous contrainte, ne libère pas la femme. Et je pense que là... Non, mais ça me rappelle parfois la question du féminisme islamique, qui est beaucoup débattue aussi dans d'autres contextes. Et donc, c'est pas si simple. Effectivement, il y a beaucoup de mères kurdes en Turquie, en zone rouge, qui ont un job pas très facile. Et je suis pas sûre qu'elles aient une vie tellement... libérée, exaltante du point de vue de l'accomplissement d'autre chose que du destin national kurde. Ce qui est une forme d'accomplissement naturellement, mais c'est peut-être pas la façon dont on conçoit la libération de la femme, sous nos cieux en tout cas. Je connais bien, assez bien l'histoire algérienne et palestinienne, oui. Pour être d'accord avec toi. Et parfois on envoie les femmes au casse-pipe, et dans les guérillas marxistes, c'est quand même assez classique d'avoir des contingents de femmes qui commandent pas en général. Alors ensuite, il y a une question sur l'histoire de cet État post-vespalien dont on se demande quels sont les contours, comment ça pourrait fonctionner avec cette espèce de vision un peu irénique de circulation fluide. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est d'une part la logique d'ethnicisation et d'autre part de territorialisation ou de déterritorialisation. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a 5 millions de réfugiés syriens, combien de millions de déplacés en Syrie, plus personne n'est à l'endroit d'où il vient. Enfin, il y a quelques villes à Damas, les gens sont un peu restés dans le sud peut-être, mais donc, que vont faire ces gens ? Quel va être l'endroit qui va être considéré comme le lieu où ils s'installent pour fonder une nouvelle entité politique ? Quel est le rapport aujourd'hui de Daesh à cette question, la territorialisation, avec aussi l'idée qu'ils font venir aujourd'hui les familles, les enfants pour faire souche ? Pour s'installer. Donc alors ça c'est quand même un... sur ces déplacements de population, en tout cas, ça c'est un facteur d'instabilité absolument monstrueux pour les décennies à venir au Moyen-Orient. Et c'est aussi ça qui va faire que le Liban va peut-être pas aller tellement mieux que les autres États dans 6 mois. Et c'est ça qui fait que la Jordanie a toujours été très fragile et que le roi est très inquiet. Et c'est aussi pour ça que les Turcs sont très inquiets aujourd'hui aussi, puisqu'ils ont quand même ces 900 km de frontière et que c'est quand même le long de la frontière que finalement les minorités qui sont gigantesques en Turquie, puisque c'est des minorités qui font toujours 15 ou 20%, qu'on parle des Kurdes ou des Alévis, c'est quelque chose de très déstabilisateur. Moi, j'ai pas très bien compris parfois ce qu'étaient les Kurdes. Enfin, je sais que c'est une question que par plaisanterie, je passe mon temps à poser à Françoise Abal depuis qu'on travaille sur ce truc et qu'on avait pris le parti d'y travailler avec d'une partie de l'Institut du monde arabe, c'est-à-dire les Kurdes veulent parler arabe, et puis le programme Turquie, c'est-à-dire les Kurdes veulent parler turc. Et je lui dis sans cesse, mais qu'est-ce que c'est les Kurdes ? Et il me dit, mais enfin, les Kurdes, ça n'existe pas, tu n'as toujours pas compris. Bon. Les Yézidis, si je comprends bien, ont été kurdisés en cours de route parce qu'ils étaient mieux traités par les Kurdes que par les Arabes. Donc aujourd'hui, on dit les Kurdes Yézidis, mais est-ce qu'ils sont Kurdes, les Yézidis ? On dit qu'il y a combien de centaines de milliers de Kurdes en Israël et que les officiers de Tsahal sont majoritairement Kurdes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un juif kurde ? D'où viennent ces Kurdes ? Qui sont ces Kurdes ? Kendall Nezan, l'année dernière, nous disait que parmi les inspirateurs de la révolte des étudiants à Tiananmen, il y avait un Kurde chinois. Qu'est-ce qu'un Kurde chinois ? Non, mais je vais de saisissement en saisissement parfois sur l'appropriation identitaire. Sur les combattants, alors ça, c'est des questions évidemment très embarrassantes. Moi, j'avais un chiffre de 250 000 pour les forces d'autodéfense du KRG, du Kurdistan irakien. Bon, évidemment, ça ne veut rien dire parce que comme on se le disait il y a une seconde, qui s'est vraiment battu en réalité ? Qui était vraiment capable de se battre ? Mieux que l'armée irakienne, certes, mais on a senti qu'il y avait quand même beaucoup de peshmerga, de ces guerriers historiquement résistants qui n'avaient pas très très envie d'aller se battre, comme on le dit depuis tout à l'heure, parce qu'ils avaient oublié ce que c'était et que c'est la meilleure chose qu'on puisse leur souhaiter. Et alors du côté des différentes guérillas pékakistes, on sait à chaque fois qu'on a des dizaines de milliers de combattants, mais on ne sait pas très bien combien. À la fois parce qu'il y a des recrutements, parce que les gens bougent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des questions pour moi la plus importante, c'est de savoir où sont les pékakistes en fait. Parce que quand les Turcs disent qu'ils vont les empêcher de passer la frontière, mais qu'ils vont permettre aux Peshmerga d'aller en Syrie, qui va aller se battre en Syrie en fait ? Est-ce que c'est effectivement des Peshmerga irakiens dont les PYD n'ont pas forcément envie qu'ils viennent non plus ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut vraiment exclure les gars du PKK, sachant qu'il y en avait quand même une bonne partie qui était en Irak, notamment depuis le début du processus de paix, parce que le préalable à une avancée politique dans le processus de paix, c'était quand même le désarmement du PKK, mais
avant le désarmement, c'était le fait qu'ils quittent le territoire turc. Donc ils sont partis en partie en Syrie et en partie en Irak. Donc où sont ces gens-là? Et quand on compte les gens qui se battent dans les différents mouvements kurdes, il y a des recoupements, évidemment, il y a des chevauchements. Alors après, est-ce que cette question du nombre a tant d'importance que ça? Ce qui compte aussi, c'est le nombre de combattants de l'État islamique. Mais en réalité, on voit qu'ils ont réussi des opérations de guerre d'une rapidité, d'une efficacité sidérante, en étant au départ très peu nombreux, et que maintenant ils recrutent. Alors on est très inquiet sur ce recrutement, puisque symboliquement, ça met aussi à mal nos propres constructions sociales. Mais enfin, on parle de quoi? Moins de 1000 Français qui sont partis se battre. C'est très important, certes. Mais bon, si on multiplie ça par le nombre de pays d'où des gens sont partis, je ne sais pas combien de Turcs ont rejoint l'État islamique. C'est une question très importante sur laquelle les Turcs communiquent quand même très très peu. Donc, est-ce que on peut arriver à avoir des estimations claires? Vous l'avez compris, pas nous en tout cas, enfin en tout cas pas moi. Je pense que Hamid a dit une chose très importante sur les projets politiques des mouvements djihadistes, que ce soit... Bon, alors, je ne suis pas sûre qu'il faille complètement assimiler l'État islamique à Al-Qaïda, non seulement parce qu'il y a eu une rupture, mais parce que peut-être que finalement, ils ont d'autres idées en tête. Et je crois que ça, c'est l'avenir, c'est la chose la plus importante, c'est de se pencher précisément sur leurs différents projets politiques et sur la viabilité de ces projets politiques, puisque là, on était en train de s'interroger sur la viabilité du projet politique kurde, mais le projet politique, au moins territorialement concurrent aujourd'hui, il a des aspects de sophistication qui font son attractivité aussi. C'est pas uniquement du marketing, de la communication, des vidéos virales qui sont bien envoyées. C'est aussi qu'on a le sentiment qu'il y a une ossature, un lendemain qui est promis, un changement de monde, et un changement de monde qui a une forme de stabilité qui se situe quelque part, alors que se situe soit dans un objectif de construction politique, soit dans un territoire, on ne sait pas encore très bien lequel, soit dans une nouvelle société, qui est une société de musulmans mondialisés, importés, rebrassés, etc. Et c'est cette capacité à donner un sentiment de stabilité pour le futur. C'est comme d'acheter un appartement sur plan, quoi. Je ne sais pas comment dire, mais c'est une comparaison qui est très dérisoire. Mais il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, les gens pensent que ça va se passer, quoi. Enfin, les gens qui rejoignent l'État islamique pensent que ça va se passer. J'ai envie pour s'acheminer vers moi qui ai d'autres questions, mais pour s'acheminer vers la clôture de notre débat, de faire comme à la télévision, c'est-à-dire de vous poser une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre et à laquelle je vous demande de répondre en 30 secondes, évidemment. Si vous essayez tous les deux d'imaginer, non pas le monde, parce que c'est un peu grand, mais cette région, ces 4 ou 5 États, d'ici 5 ans, comment est-ce que vous pourriez essayer de décrire ça ? Oui. Peut-être qu'on ne peut pas, mais essayez. Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas parce que je sortirais tout simplement de la phrase de Pierre Rasner juste avant la guerre du Golfe de 2003. Pierre Rasner disait que à long terme, c'est une phrase magnifique, à long terme, la complexité du monde se vengera. Donc voilà, je crois qu'effectivement, il faudrait qu'on laisse... 5 ans, c'est pas long terme. 5 ans, c'est énorme. Personne n'aurait pu imaginer au Moyen-Orient de 2011 qu'on serait aujourd'hui dans cette situation. Donc c'est quand même, je crois que là, il faudrait savoir qu'il y a des moments d'accélération de l'histoire, et ne serait-ce que le phénomène des camps que tu viens de citer, ou de déplacement. On sait qu'effectivement, une partie de ces camps-là seront des camps politiquement pris en charge. Et donc, du coup, que vont devenir ces jeunes, que vont devenir ces 500 000 Syriennes qui avaient 15 ans en 2012-2013, 500 000. Donc là, je pense que là, vraiment, on est en face de construction absolument hallucinante. Et comme je dis, le conflit syrien change de nature, mais vraiment de nature tous les ans. Et pourquoi? Pour une raison simple, c'est que le processus est tellement dense qu'il faut monter non pas d'une échelle, mais de plusieurs échelles dans la violence ou dans la construction. Et dans cette construction, je crois que l'un des phénomènes qu'on n'arrive pas à saisir, c'est qu'il y a indéniablement une rationalité dans la construction de Daesh. Juste à propos, apparemment, selon Dizait, 10% de Daesh serait composé de Turcs. Voilà. Et on estime à 3000 des Occidentaux, y compris les convertis. Mais cela signifie que, donc, effectivement, il y a une construction. Cette construction peut être parfaitement viable. Et de l'autre côté, il y a une dimension nihiliste, destructrice, qui est également là.
Et donc là, par exemple, je n'arrive absolument pas à saisir dans quelle mesure cette dynamique d'autodestruction, de nihilisme ou de millénarisme va pouvoir être domestiquée pour être mise au service de la rationalité. C'est ça qui effarait tous les gens qui travaillaient sur le nazisme ou tous les témoins du nazisme à l'époque. D'un côté, il y a une parfaite rationalité, y compris militaire, et de l'autre côté, cette parfaite rationalité est mise au service d'une finalité qui ne peut être qu'autodestructrice. Mais là, le phénomène ne date que d'il y a un an. Et on ne sait pas la réponse de Al-Qaïda non plus. J'utilisais le terme de Al-Qaïda dans le sens, mais vraiment movement organization. Ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, une organisation peut constituer un noyau dur, mais produire des effets par enchaînement qu'elle n'est plus nécessairement en mesure de contrôler. Et jusqu'à maintenant, effectivement, Al-Qaïda, dans la tradition, dans la matrice de Al-Azhar, il fallait préférer le djihad au loin. Il y a ce remarquable livre de Bernard Rougier qui analyse la mise en place des matrices chiites et sunnites de mobilisation. Dès les années 80, les chiites font l'option ou adoptent l'option de milicisation sur place. On construit des milices sur place. Al-Azhar préfère le djihad au loin pour s'épargner des États. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que les chiites deviennent très mobiles. Il y a des chiites afghans qui participent à la guerre en Syrie. Et de l'autre côté, le radicalisme sunnite se territorialise. Donc on est vraiment en face d'énormément d'inconnus. Et la Turquie, pour moi, son avenir est aussi assez énigmatique. Alors, Dorothée, dans cette dynamique de décomposition et de pôle de stabilité ou de recomposition? D'abord, je pense qu'effectivement, si les Turcs aujourd'hui sont si crispés, c'est parce qu'ils ont quand même vu s'effondrer après la Syrie, dont personne ne prévoyait le sort. Ils sont en train de voir l'Irak s'effondrer et qu'ils ont l'impression qu'ils pourraient être bientôt sur la liste. Donc ça, on peut... Mais enfin, ils résistent jusqu'à présent parce que c'est un État qui est assez solide. Plus ancien peut-être, qui a une capacité de résilience institutionnelle, politique, nationale, etc. assez forte. Mais enfin bon, il est clair que la Turquie se sent menacée aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que les Turcs comprennent assez mal quand on leur demande si c'est Daesh leur ennemi, oui, non, etc. Évidemment, à terme, oui, c'est aussi Daesh est aussi leur ennemi à partir du moment où on ne sait pas très bien qui est l'ennemi de Daesh en réalité. C'est-à-dire on ne sait pas très bien vers qui il se mobilise aujourd'hui. Mais je pense qu'une des échappatoires à cette problématique de nihilisme que je ne partage pas entièrement. Moi, je suis beaucoup plus sensible à la dimension de projection messianique, mais positive, en fait, de l'État islamique, de promettre un monde meilleur, qui passe également par le sacrifice. Mais ce n'est pas un sacrifice qui est vain. Je trouve que ce n'est pas un sacrifice qui est noir. C'est vraiment un sacrifice qui est fait pas simplement au nom de la religion, sur cette idée que voilà, on prépare le paradis et ça, mais c'est aussi l'idée qu'on prépare un monde qui sera plus juste pour l'avenir. Et cette problématique de la justice, alors évidemment, c'est peut-être pas la justice telle qu'on la conçoit, elle impose de faire des choix drastiques, de faire du nettoyage ethnique, de rétablir l'ordre dans une région qui est dans un chaos complet. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'un des ennemis de l'État islamique, ce sont aussi les monarchies du Golfe, c'est aussi la monarchie saoudienne, c'est aussi cette illégitimité d'un islam wahhabite qui est considéré comme un truc obscurantiste par aussi beaucoup de sunnites. Donc il y a quand même, à mon sens, pas uniquement une dimension de nihilisme, mais une dimension de lutte pour le progrès. Alors ce n'est pas du tout un progrès qui nous concerne. Mais ça, je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à saisir. Alors après, il y a du nihilisme dans la méthode, effectivement, dans la méthodologie, et c'est ça qui peut aussi les perdre, qui fait que là, on a un effet boule de neige extrêmement rapide, un progrès très rapide, mais qui peut aussi bien s'arrêter pour les raisons d'ailleurs qui ont fait le succès, qui serait une fragmentation, l'absence complète de discipline. Là, on dit que par exemple, on va empêcher les combattants de publier des selfies avec des boucheries insensées parce qu'on a constaté qu'effectivement, c'était pas très bon. Est-ce que la discipline va continuer à régner et qui est Baghdadi qu'est-ce qu'il a en tête? Ça compte aussi, finalement. Et là, on est quand même sur une énigme complète. Mais moi, je pense qu'il y a une dimension positive et positive au sens de positiviste dans ce mouvement qui est très importante à prendre en compte pour l'avenir. En dehors de l'effondrement qu'on voit effectivement en Syrie, où là je suis vraiment... Enfin, je suis très pessimiste. Je pense que là, on est parti, c'est peut-être pas la guerre de 100 ans, mais en tout cas, on est parti pour beaucoup d'années de guerre, vraiment.
Merci beaucoup, mesdames, messieurs, merci beaucoup de votre présence à vous tous ce soir. Et puis surtout, merci à Hamid et à Dorothée, que je vous propose d'applaudir pour les remercier. Bonne soirée.